Nous étions donc en train d'évoquer le Zimbabwe, le rêve enfin exaucé d'une campagne électorale sans violence. Et la question, c'était de comprendre, David, pourquoi, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, Emmerson Mnangagwa, qui était l'homme des sales besognes du président Robert Mugabe, se soit aussi métamorphosé. Je pense que c'est la conséquence directe des sanctions qui pesaient aussi sur ce pays. Vous savez que le Zimbabwe a été pendant très longtemps mis à l'écart des soutiens, des appuis et des aides de la communauté internationale. Déjà, quand vous prenez le dollar zimbabwéen par rapport aux autres francs, aux autres monnaies, ça ne représente rien du tout. Donc pendant très longtemps, sous le règne de Mugabe, le Zimbabwe a été véritablement soumis à un régime assez draconien. Donc aujourd'hui, les conséquences ayant été assez négatives, l'actuel président a d'abord pensé redonner espoir au peuple zimbabwéen. Et aussi, Mnangagwa ne voudrait pas être héritier du passif de Mugabe. Voilà, surtout de son passif politique, parce que depuis les 30 années ou plus qu'il a passé à la tête de ce pays, il n'a pas pu remettre le Zimbabwe sur les rails. Vous savez comment il est arrivé au pouvoir, à la suite d'une guerre qu'il a menée contre les colonisateurs anglais. Il a réussi à libérer le pays, et le peuple zimbabwéen avait vu en lui un messie, un sauveur qui a compris ses besoins fondamentaux. Mais très tôt, l'homme s'est transformé et il est devenu aujourd'hui le pire ennemi à abattre. Heureusement que rien ne l'a poussé rien ne l'a poussé hors de la présidence de ce pays. Son coup d'État a été celui qui était le plus simplement organisé. On n'a jamais pensé que Mugabe pourrait partir du pouvoir. Donc, l'actuel président a compris la nécessité de changer de tactique, de changer sa façon de gouverner. Et les premières décisions qu'il a eu à prendre lors de son arrivée au pouvoir c'était des décisions assez courageuses. Il a limogé certains responsables politiques, il a fait arrêter certains ministres, etc. Il a dit aux Zimbabwéens qu'il est venu pour changer les choses, et je pense quand même que les premiers pas qu'il a eu à poser expliquent et prouvent aisément sa volonté d'aller vers ce changement. Et aujourd'hui, j'estime que le peuple zimbabwéen a compris, nonobstant son passé assez négatif, je parle de l'actuel président, nonobstant ce passé assez négatif, les Zimbabwéens ont envie de lui donner une chance pour voir ce qu'il pourra faire dans les prochaines années lors de son premier mandat. Et si cela recevait l'accord ou l'adhésion totale de la population zimbabwéenne, il a de fortes chances de revenir encore. Docteur Iou, est-ce qu'il ne fait pas aussi tout cela en ayant en ligne de mire les investisseurs? Oui, bien sûr, c'est ce que mon David a dit. Il est coincé, mais il ne faut pas ignorer quand même que son lourd passé va le suivre jusqu'à la fin. Il faut pas, c'est pas parce que il apparaît comme l'homme se reconvertit. Il suffit qu'il y ait une petite erreur, soit contestation au moment des élections, ou bien quand il est président, qu'il y ait des mouvements qu'il réprime, tout ça, et puis on va lui ressortir son passé. Je pense qu'il est intelligent et qu'il va faire profil bas pendant ce mandat, en demandant pardon, tout ce qu'on a fait discrètement et de façon politique, pour qu'effectivement le peuple zimbabwéen lui pardonne et qu'il gère bien le pays, parce qu'il y a le plan du chômage, la monnaie, il en a parlé, c'est devenu papier hygiénique. Et s'il arrive à se sortir de ce merdier dans lequel M. Mugabe a plongé son pays, il sera perçu comme un héros, malgré son passé, et je crois que c'est sa seule chance. Mais s'il échoue sur le plan économique ou sur le plan sécuritaire, alors là, on va lui ressortir toutes ces casseroles, et là, ça ne sera pas bien du tout pour lui. Je lui souhaite quand même qu'il se présente comme un nouveau Emmerson qui regrette ce qu'il a fait. Justement, lui, il semble avoir quand même
un grand soutien de la Chine. On se rappelle déjà au moment où il a été évincé, il a effectué un voyage en Chine et c'est au retour de ce voyage qu'il a poussé Bob à la sortie. Ça veut dire quoi? Que la Chine pourrait être potentiellement un grand partenaire en développement? Oui, mais ça c'est clair. La Chine ne se mêle pas trop de politique. Eux, c'est le business. Et ils sont là-bas, les Chinois sont au Zimbabwe. Et si les Chinois n'étaient pas là, même l'oncle Bob n'aurait pas réussi à... Ils ont quand même injecté beaucoup d'argent dedans. Et beaucoup d'investissements ont été faits par la Chine au Zimbabwe. Et ils ont vu que c'est M. Emerson qui va venir, ils l'ont soutenu. Ils vont continuer à investir massivement. C'est ça qui est bon chez les Chinois. Et ils ne calculent pas les risques. Ils investissent massivement. Ils ont raison parce que vu leur population et leur potentialité, ils prêtent à tout va, même aux États-Unis. Donc, je crois que cet appui, déjà, il peut leur confier beaucoup de travaux. Et comme ils travaillent bien, les Chinois, ça peut être un atout pour lui. Johannes, le plus difficile, c'est vrai, on dit la campagne, elle est très bien, se déroule sans grand problème. Mais le plus difficile, c'est les résultats. Ah oui, exactement. Si éventuellement Mnangagwa ne gagne pas, ou s'il gagnait et que l'autre n'acceptait pas les résultats, comment va-t-il gérer? On va suivre sa bonne foi jusqu'à la fin, comme David l'a dit. On va le prendre au mot. Il a envie de changer le pays. Moi, je disais même, il peut se mettre dans la posture dans une posture comme Nelson Mandela, où s'il arrivait à gagner, il gagne, il fait un seul mandat et puis il disparaît, il s'en va. Il disparaît pas. Bon, il fait un mandat, il met le pays au travail et se retire. Donc, véritablement, s'il arrivait à faire ça, je crois qu'il va rentrer définitivement dans l'histoire de ce pays-là. D'accord, on va changer de sujet. On évoque maintenant le Mali. On parle là-bas aussi de présidentiel. Le Mali vote juste la veille avant le Zimbabwe. Alors là-bas, c'est des soupçons de fraude qui polluent la campagne électorale. Le chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, l'un des principaux candidats à la présidentielle du 29 juillet, contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, a dénoncé vendredi d'importantes anomalies dans le fichier électoral, mettant en garde contre ce qui s'apparente à une vaste tentative de fraude. Lors d'une conférence de presse en présence de diplomates en poste à Bamako, le directeur de campagne du candidat Tibili Dramé a affirmé que le fichier électoral mis en ligne le 4 juillet par les autorités était totalement différent du fichier audité le 27 avril par l'OIF. C'est le même refrain, dans les pays francophones en tout cas, les élections, il y a problème de fichier, il y a suspicion de fraude électorale. C'est pas partout. Au Bénin. Je rappelle au Bénin, le Corse, les bibes posent problème au Bénin aussi. Il y a de bons élèves. Dans le lot, il y a de bons élèves. Donc c'est tragique, c'est terrible. Le Mali est arrivé à un stade où beaucoup de pays l'ont mis en observation. L'organisation de ces élections devrait permettre un redécollage économique de ce pays qui, pendant les dernières années, est victime des attaques terroristes et qui a réduit complètement les différents projets de développement dans ce pays. Alors, ces élections doivent normalement réunir toute la classe politique au sein de cette organisation. Mais malheureusement, on constate que l'opposition dénonce certaines stratégies de fraude qui seraient mises en place par le gouvernement actuel. C'est tout à fait normal parce que les preuves que l'opposition a avancées sont quand même assez évidentes. Et ces preuves ont été reconnues comme telles par l'instance qui organise ces élections et le gouvernement. Parce qu'on avait parlé ce matin, moi j'écoutais sur une radio. On parle d'erreurs techniques dans la publication de la liste électorale. Alors quand on parle d'erreurs techniques, ça sous-entend que quelque chose est en train de se préparer. Et c'est ce que l'opposition a dénoncé en disant la liste, le fichier électoral qui a été rendu public n'est pas celui qui a été audité par les experts de l'art. Alors qu'est-ce qui peut expliquer cette panne ou cette erreur technique-là? C'est la première interrogation. Aussi, l'opposition malienne doit-elle savoir que tout ne va pas lui être servi sur un plateau d'or. Ces élections vont véritablement marquer un changement
peut-être à la tête de ce pays ou encore réitérer la confiance faite par le peuple malien à son président actuel. Et donc l'opposition ne doit pas s'attendre à un changement subi à la tête de la présidence. Donc cette opposition doit véritablement comprendre la nécessité d'être très attentive et d'être aussi éveillée et d'appeler la population, le peuple malien à aller à ces élections. Nul n'a intérêt à appeler, d'abord à boycotter ces élections et appeler le peuple au boycott, parce que le Mali a besoin de nouvelles couleurs, le Mali a besoin de nouvelles ressources, de nouvelles personnalités pour véritablement permettre à ce pays de faire face à son destin. Pendant les 5-10 dernières années, ce pays a été sevré des différentes pistes de développement parce que le nord du pays est occupé par des terroristes et ça pose un réel problème. Le peuple malien a besoin aujourd'hui d'avoir des dirigeants qui peuvent véritablement comprendre la nécessité de mettre cette population à l'abri de l'insécurité. Docteur Iou, est-ce que vous comprenez quand même qu'on soit à quelques jours seulement, à moins d'une semaine des élections, et que ces soupçons de fraude apparaissent? Oui, parce qu'il y a quand même, dans ce que dénonce l'opposition, il y a une différence de plus de 100 000 voix. Oui. Bon, ça c'est aussi l'amateurisme politicien des politiciens africains, parce que ces histoires de fichiers électoraux, tout ça devait être étudié depuis des mois. Alors, il y a quand même quelque chose de plus grave. On apprend avec stupeur que c'est la première fois en 5 ans de sa présidence que Ibeka se rend à Kidal. Ouais, à Tombouctou. Alors, comment pouvez-vous diriger un pays comme ça si... Qu'est-ce qui l'a empêché d'aller là-bas il y a 1 an, malgré la guerre, puisqu'il y a quand même toute l'armée. Dans l'hélicoptère de l'ONU. Dans l'hélicoptère de l'ONU, alors que les forces françaises étaient là, les forces africaines étaient là, donc dans l'armée togolaise, beaucoup d'éléments de l'armée togolaise. Et depuis, il n'a pas pu aller. Encore ont-ils les moyens de le sécuriser? Non, mais cette armée malienne, si cette armée ne peut pas amener leur président dans un coin du pays, je ne sais pas comment il va gouverner ce pays après, parce que si après les élections, il doit aller... C'est un hélicoptère de l'ONU qui le prend. On ne va pas me dire que le Mali n'a pas de quoi acheter un hélicoptère. Mais c'est une question de sécurité. Oui, mais l'armée, toute l'armée malienne... Oui, mais tu es président de la République d'un pays quand même. C'est ça aussi l'honneur que nous, les Africains, on a. Les jaunes et les blancs ont cet honneur-là, mais... Je suis président d'un pays et ne peux pas me déplacer malgré tout ce qu'il y a autour de moi. Alors c'est quand même grave. C'est quand même grave. Et là, vous savez qu'il y a des chefs d'État qui sont gardés par des Rwandais, des Israéliens. Oui, mais bon, ça c'est différent. Mais s'ils peuvent aller dans toute l'étendue du territoire, ça va. Mais si tu veux être président et que c'est les Nations Unies qui vont te prêter un hélicoptère pour aller dans ton... Comment? C'est terrible. Bon, maintenant au niveau du fichier électoral... C'est aussi une des faiblesses des Africains, je ne sais pas. Peut-être qu'on va utiliser les billes comme les Gambiens, et puis le problème est on n'aura plus besoin de fichiers électoraux, tout ça. Les techniques, moi je me demande comment les élections ont eu lieu en 1958, par exemple, ici au Togo, est-ce qu'on avait un fichier électoral? C'est organisé par les Nations Unies. Quelle méthodologie ils ont utilisée? Je ne sais pas. Pour que les élections soient transparentes. Je parle des élections de 1958 chez nous ici. Et que les Africains ne doivent pas s'inspirer de ça. Les partis politiques, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, devaient gérer ce problème-là pour voir comment on va faire. Pour que les choses se passent bien. Parce que si c'est à 1 semaine des élections qu'on trouve que le fichier électoral qui a été présenté, et puis le fait de faire appel à l'OIF, à tout ça, là, je crois qu'il faut qu'on soit mûr, qu'on arrive à organiser les élections, même si c'est avec des coris qu'on va organiser les élections, il faut qu'on arrive à le faire nous-mêmes et qu'on laisse les Blancs de côté se reposer. Eux aussi, ils ont traversé tous ces... Mais ils n'ont pas fait appel. Je ne vais pas dire aux Africains parce qu'on n'était pas... Ils n'ont pas fait appel à des gens entre eux, entre Européens, donc entre Noirs. Donc, si nous, on ne peut pas faire ça, c'est quand même dramatique. Alors, Johannes, le docteur soulève quand même une question importante, c'est-à-dire régler définitivement ces problèmes de fichiers. C'est-à-dire pourquoi on attend toujours les élections? Pourquoi, par exemple, à une élection, on ne dit pas simplement c'est ceux qui ont la carte d'identité qui peuvent voter. Point final. Plus de question de carte d'électeur. Vous savez...
Vraiment, avec l'Afrique, c'est compliqué. Que ça fait donne mal. Une certaine tristesse. On a l'impression que durant les 5 ans, on ne sait plus que quand le mandat va, on ira à une nouvelle élection. Donc, c'est à la dernière minute qu'on se lance, on dit il faut qu'on revoie le fichier. Même comme le cas même de notre pays, on n'a pas encore commencé la révision des listes électorales. Est-ce que vous imaginez? Mais pourquoi? C'est pour ça que je crois que depuis, les experts ont pensé qu'il faut avoir une tenue technique pour que les gens, chaque jour, ils puissent travailler sur les fichiers. La scénique technique, ça mais pose pourquoi aussi c'est seulement en Afrique qu'on a... Quand vous avez des pays, tout le monde est politisé. J'ai vu dans cette histoire de fraude là au Mali, où on brandissait les procurations, ou soit dans certaines parties du pays, on a fait ramasser les cartes des gens contre 20 000. Ça me donnait seulement le sourire parce que bon, ça ressemblait aux histoires qu'on a aussi connues, d'accord, dans un autre pays dont je tais le nom. Donc, c'est dire que, et aussi, on a une opposition qui crie, bon voilà, il y a la fraude. Parfois, je me demande, est-ce que c'est le pouvoir seulement qui a le monopole de la fraude? C'est une question parfois que je me demande. Est-ce que c'est seulement le pouvoir, le régime en place qui a le monopole de la fraude? Maintenant, si tout le temps on dit que c'est le pouvoir qui triche, que l'opposition aussi trouve des stratégies pour tricher. Oui, et on verra qui va tricher. C'est le gouvernement qui organise les élections. Non, mais c'est pas parce que n'étant pas aux affaires. Non, est-ce que ceux qui sont aux affaires, c'est seulement ceux-là qui peuvent tricher? Non, mais moi je ne pense pas. C'est eux qui organisent la fraude massive. Et qui organisent la fraude? Mais il faut que l'opposition aussi trouve des mécanismes pour pouvoir organiser, la fraude. Maintenant, en tout cas, c'est juste une pensée. Mais je dis que cette histoire-là, ça devient un refrain partout en Afrique. Il faut qu'un jour qu'on arrive à finir avec ça. Ça ne nous fait pas honneur. Ça ne fait pas une fierté au continent. Je suis désolé. Qu'on soit au pouvoir pendant 5 ans. Et que bon voilà, c'est à un mois des élections, à 2 mois, qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez, par exemple, on peut prendre par exemple le truc, on est 7 millions, près de 7 millions. Que c'est à 2 mois qu'on va commencer, à 2 mois des élections, qu'on va dire ok d'accord, il faut lancer la révision des... Mais certainement, il doit y avoir des fautes. Parce qu'on risque d'enrôler les morts, les vivants, et tout le temps dans le fichier électoral. Alors que si on prenait les choses beaucoup plus tôt, on voyait les choses beaucoup plus tôt, une commission technique qui devrait s'occuper et peut-être à 2 ans peut-être ou bien à 1 an des élections, on bloque, on dit ok d'accord, voilà ceux qui iront voter peut-être l'année prochaine. Je crois que ça évite, les gens auront même le temps pour pouvoir faire des réclamations. Justement, David Diakbavi, c'est un sujet intéressant parce que vous avez des gens qui se foutent même d'avoir une carte nationale d'identité et qui au dernier moment se précipitent pour avoir une carte d'électeur. On va commencer par témoigner, on dit tel est né ici alors qu'on ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Pourquoi on ne bloque pas simplement, les États européens votent, on n'a jamais entendu sur le cadre d'électeurs. Pourquoi on ne bloque pas, seuls les citoyens en possession d'une pièce nationale d'identité peuvent voter? Si cette décision est prise, je pense que le président qui est au pouvoir a creusé sa propre tombe. Le truc c'est que celui qui est au pouvoir ne veut pas partir. Donc, en se basant sur cette stratégie, il est sûr de pouvoir organiser des fraudes massives qui iront en sa faveur. Si demain, vous pensez que si nos propositions ici ont été validées par IBK et qu'à un an des élections, on a déjà un fichier électoral assez propre et tout, IBK, les techniciens, ces experts lui diront, Monsieur le Président, avec ce fichier électoral, vous êtes perdant. Donc, ils n'ont pas envie, ils préfèrent garder le peuple dans cette situation parce que c'est le peuple qui vote. Donc, si le peuple n'a pas les documents nécessaires pour aller voter, eh bien, ils s'arrangent pour leur trouver des mécanismes qui puissent leur permettre d'aller voter. Donc, au Togo, ça s'est passé un peu partout dans certains pays en Afrique, ça s'est passé. Le cas du Mali est assez flagrant parce que ce pays est dans une situation de guerre. Alors, depuis très longtemps, le président qui est là n'a pas pu, selon les Maliens, n'a pas pu résoudre les problèmes de sécurité auxquels sont confrontés ces Maliens. Le peuple malien a besoin de nouveaux visages pour peut-être essayer encore de voir si quelqu'un pourra les aider à sécuriser les frontières de ce pays.
Mais l'actuel président dit non, j'ai encore des ressources pour pouvoir gérer ces dossiers, donnez-moi encore 5 années. Et il s'est représenté et il croit pouvoir gagner ces élections. Donc les fraudes massives en Afrique, c'est quand même assez catastrophique. Parce que, on ne comprend vraiment pas pourquoi ça se passe comme ça. Et qu'ailleurs, en France, en Europe, aux États-Unis, les gens votent depuis leur bureau de travail, depuis leur maison. Ils n'ont pas besoin forcément d'aller se déplacer. Ils ne présentent pas de carte d'électeur. C'est en Afrique qu'on institue ces mécanismes-là. On parle de carte d'électeur, on parle de procuration, on parle de machin, mais c'est quand même assez terrible. Il faut qu'à un moment, la jeune génération qui arrive comprenne la nécessité de faire changer les choses et que les présidents qui ont vraiment envie de voir leur pays émerger comprennent que organiser une élection, ce n'est pas une question de 2 mois, 3 mois. C'est des préparatifs qui se font depuis très longtemps et qui permettront également de sécuriser le fichier électoral et de pouvoir donner la voix au peuple qui votera pour vous. Quand vous embrigadez le peuple dans cette négligence, ce peuple n'a pas confiance en vous et quand vous imposez à ce peuple, on vit ces situations, on vit ces problèmes tout le temps. Votre mandat sera un mandat qui ne portera pas les belles couleurs et qui provoquera d'autres tensions dans le pays. Mais j'ai une remarque. Ce n'est pas aussi les documents dans tout ça là. Il faut que les partis politiques, parce qu'on a écouté les opposants au président Malou, ils n'ont insisté que sur le fichier électoral, ils n'ont pas insisté sur leur programme. J'ai écouté tous les discours de le candidat, le principal, comment il s'appelle, Ismaël Cissé. Oui. C'est-à-dire qu'un président, même quelles que soient les manigances qu'on peut faire, si quelqu'un a un bon programme, il bat le président à 80%, 20% pour le président, il va passer. Les Africains ne votent pas le programme. Voilà, mais c'est ça aussi qu'il faut dire ça. Il faut que les Africains arrivent à voter le programme. Si Macron... Ils ne sont pas instruits. Oui, mais il faut instruire la population. Une partie de la population est analphabète. Regarde un gars comme Macron, qui est un jeune qui sort de choses, qui est élu président en Autriche. C'est le jeune Sébastien Kurz, qui a 32 ans. Comment il arrive à convaincre sa population de voter pour lui? Comment Macron arrive? Et ça aussi, c'est ça. On n'a pas besoin de ces fichiers électoraux. Je ne sais pas. Il faut qu'on trouve un système. Si c'est la carte d'identité, tout le monde doit avoir une carte d'identité à 18 ans. Et l'imposer comme ça. Voilà. Tout le monde a sa carte d'identité et puis on vote. On n'a pas besoin de fichiers, machin, tout ça là. Avec ça, par exemple, sur le système de carte d'identité, on n'a même plus besoin de fichiers parce que les services qui s'occupent savent exactement le nombre de ceux qui ont quand même le document d'identité nationale. Ne serait-ce qu'au moins la carte d'identité. Et la carte d'identité. Donc, au moment des élections, c'est tout que ce service-là reproduit tranquillement. Il remet les fichiers. Et puis ça peut. Et maintenant, c'est facile avec tout est sur ordinateur. Tout est numérisé et tout ça. Et en cela, le gouvernement pourrait aussi valider un projet de financement pour permettre aux citoyens de disposer de la carte. Voilà. Par exemple, les campagnes foraines. Justement, là, vous posez quand même un bon sujet parce que moi, je rappelle, j'ai déjà tourné un sujet là-dessus où le ministère de la Sécurité, David Jagouavi, disait au cours d'une campagne foraine d'établissement de carte d'identité gratuite, on n'a pas eu 4% de mobilisation sur toute l'étendue du territoire. Est-ce qu'ils ont bien expliqué? Pourquoi? Parce que l'organisation de cette opération n'avait peut-être pas réuni tous les paramètres pour permettre à la population. Ils n'ont pas bien expliqué. Et si les gens du Togo de venir faire leur carte d'identité. Et s'ils avaient bien communiqué. Parce que les gens se retrouvent au champ quand ceux qui devraient délivrer les cartes sont venus. Il faut peut-être asseoir une stratégie qui consiste. On peut aller vers la population. Il faut envoyer les recenseurs vers la population, dans les villages. Un peu comme on le fait lorsque c'est du matériel lourd qu'il faut déplacer. Nous avons les moyens. C'est ça. Nous avons les moyens. Nous avons de l'argent. Le Togo est un pays très riche. C'est vrai, on le dit aussi facilement. Mais si on le désire, Samuel, si on le désire, on peut. Si on le désire, on peut. Je rappelle par exemple que je prends juste l'exemple du Togo. Pour ceux qui vivent dans la banlieue, qui ont des commissariats où ils peuvent établir le carte d'identité, vous avez même un mois après, la carte d'identité n'est pas encore revenue. Et quand vous leur posez la question, ils disent que c'est au niveau de la centralisation qu'ils ont envoyé depuis, c'est pas encore venu. Alors, que dire des milieux très reculés alors? Il faut trouver une stratégie. Dans d'autres pays, ça a été une réussite. Vous savez,
souvent on dit qu'il faut se référer au bon exemple. Voilà. En France, je pense quand même que la majorité des Français disposent aujourd'hui de leur papier d'identité. La majorité, sinon la totalité. Et c'est une totalité. obligation. À partir de 18 ans, vous avez le droit. Voilà. Alors, on peut le faire ici, à partir des écoles. Lorsque vous arrivez à un niveau scolaire, pour passer un examen, le premier examen se déroule au CPD. Vous êtes encore mineur. Mais à partir du BEPC, vous approchez de l'âge majoritaire. Donc, on peut déjà imposer cela dans les écoles. On peut déjà, à partir de la... Et puis c'est ça aussi l'avantage de la décentralisation dont on parle tout le temps. C'est ça. Il faut décentraliser les choses. Il faut des mairies. Les gens ne sortent pas parce qu'il faut quitter chez soi pour aller dans la un capitale commissariat qui se trouve dans une ville. Votre chef-lieu. Voilà. Et donc déjà, il y a les frais de déplacement, il y a la disponibilité. Le pauvre cultivateur togolais qui est peut-être à Barkouassi se dira, le temps que j'irai perdre au commissariat, je préfère l'investir dans le champ. Il faut aussi voir, lorsque il faut faire les légalisations des documents officiels, la disponibilité de ces documents, c'est tout un parcours de combattant. C'est pour ça la décentralisation, telle que tu le dis, vraiment un sujet sur lequel vous allez revenir. Parce que tout est centralisé à Lomé. Il faut vraiment décentraliser et permettre aux collectivités d'avoir le pouvoir de délivrer un minimum quand même de services. C'est quand on veut faire établir et tout aussi une question de vision aussi. C'est aussi une question de vision aussi. D'accord. On va marquer la pause. Le sujet est très intéressant, mais on mettra plusieurs heures qu'on ne finira pas dans le débat. On marque la pause et on revient après.